les résultats de l'examen d'État, l'édition ordinaire, déjà en train d'être publiée, des réjouissances à travers le pays selon les provinces choisies dans cette publication ou cette série de publications. Mais dans quelques mois seulement, à partir du mois d'octobre, ce sera le temps de faire le choix des filières à suivre sur le plan académique à travers la République et en dehors du pays. Ça sera déterminant pour justement l'après-université ou l'après-étude, l'emploi. Nous allons en parler ce soir avec Alain Poutou, expert en ressources humaines. Lui-même, il est praticien sur le terrain. Il fait partie parfois de ceux qui recrutent. Ce choix déterminant, il va nous expliquer, c'est très important pour les parents et pour tous les encadreurs. L'autre sujet qui nous intéresse, ce sont les élections. La CENI semble rassurée au-delà des contraintes liées justement à la sécurité, à la politique. Certains disent on pourrait glisser, d'autres sont rassurés qu'il y aura élection en décembre. Nous allons en parler avec un acteur politique, Chris Mukendi. Il est parmi les dirigeants, oui, parmi les jeunes dirigeants de la FDC, de Modeste Batiloukwebo. L'actualité chez nous s'impose. Jenny Kayembe Moussobola est en place pour nous donner les principaux titres. Jenny, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Inauguration ce mercredi de la Maison des élections. Il s'agit d'un projet d'information au public et de sensibilisation porté entre autres par les programmes des Nations Unies pour le développement avec l'appui financier d'un bon nombre de partenaires. La cérémonie a eu lieu en présence des membres de l'Assemblée plénière, cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, partenaires techniques et financiers et un parterre d'invités. Libéré la semaine dernière après l'implication de l'UNPC en général et de son président provincial de Kinshasa en particulier, Peter Tiani a dit toute sa reconnaissance ce mercredi lors d'une rencontre avec Jean-Marie Kassamba. Le président de journalistes de Kinshasa a rappelé ses dépendants à un maximum de responsabilités dans les traitements des informations tout en ne se laissant pas intimider en ces temps qui courent par les politiques. Plus de 40 jours après le décès du député national et proche de l'opposant Moïse Katumbi Chériba Okende, sa famille réclame à la justice sa dépouille. Il y a 15 jours, une autopsie avait été déjà faite, mais les circonstances de son assassinat restent encore floues. Ancien ministre de Transport, Chériba Okende avait été retrouvé mort le 13 juillet dans son véhicule à quelques minutes du centre-ville de Kinshasa. Sommet des BRICS à Johannesburg, Vladimir Poutine justifie sa guerre en Ukraine. Durant la deuxième journée du sommet organisé à Johannesburg, le président russe Vladimir Poutine est revenu sur la guerre de son pays en Ukraine. Nos actions en Ukraine sont dictées par une chose, la volonté de mettre fin à la guerre déclenchée par l'Occident et ses satellites en Ukraine, a-t-il dit. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Otiokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Fabien Lumbala pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Nous sommes fixés dans moins d'une heure, tous ces titres et tant d'autres qui sont encore sur la table ou qui vont tomber sur la table de la rédaction vont être développés et c'est le temps pour nous de prendre l'envol, le tout premier invité de ce soir, en quelques poussières de secondes.
Nous l'avons annoncé, il est là, Alain Poutou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lumbala. Vous êtes directeur des ressources humaines dans une multinationale française. Vous êtes spécialiste en insertion professionnelle, coordonnateur au centre d'appui à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle. Les ressources humaines, c'est votre créneau, votre domaine. Alors, dites-nous concrètement, comment est-ce que le choix d'une filière d'études devient très déterminant pour l'employabilité dans un pays comme le nôtre, le Congo démocratique? Nous sommes au stade de Alonguinaye, la poudre est sur plusieurs têtes, des parents, des élèves eux-mêmes, des responsables scolaires sont même aussi impliqués. On jette, comment on dit, on asperge de la poudre sur chacun. Les pourcentages sont fascinants, surprenants. 78, 80, 60, il y en a beaucoup, on les pompe beaucoup, le pourcentage. Dans quelques mois, ce sera le choix des filières à l'université, que ce soit à l'étranger ou au pays. Alors, en quoi est-ce que le choix des filières devient déterminant? Merci beaucoup. Pour l'avenir. Merci beaucoup, monsieur les journalistes, d'abord de votre invitation. Si vous permettez, je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage à monsieur Jean-Marie Kassamba, le directeur général de cette chaîne de télévision. C'est quelqu'un que moi j'ai toujours considéré comme l'un des mentors que j'ai par rapport à la qualité du travail. C'est un professionnel de la haute facture et c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré. Et je les prends comme un modèle. Donc je ne peux pas venir sur ces plateaux sans pour autant saluer M. Jean-Marie Kassamba. Vous l'avez fait, merci de l'avoir fait. Alors, par rapport à votre question, vous savez, parmi les raisons qui sont, ou les causes qui sont à la base du taux élevé du chômage, particulièrement dans ces pays, entre autres, il y a la mauvaise orientation. Parce que c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Monsieur le journaliste, le choix d'une filière, le choix d'une filière d'études à l'université, c'est un facteur déterminant pour l'employabilité. Vous savez souvent ce que les gens font, c'est quoi? Parce qu'il a fini les études en latin philo. Lui, il n'aime pas des calculs, il aime mémoriser. Il préfère aller s'inscrire aux facultés de droit. Pourquoi? Parce qu'il regarde son cours de l'histoire romaine, son cours de Realia. Il trouve qu'il y a certains jargons ou certaines expressions de droit qui ont tiré leur origine en latin. Du grec voilà, ou du latin. Tout à fait. Alors la personne s'est dit, si je pars m'inscrire aux facultés de droit ou aux facultés de communication, aux facultés des lettres, j'ai la facilité de terminer les études. Donc ça ne me demande pas trop de gymnastique. Vous comprenez un peu. Alors ceux qui ont fini en chimie-biologie, ils vont s'inscrire en médecine, en sciences infirmières, laboratoire ou des sciences humaines en fait. Ceux qui terminent en maths physique, ils vont aller s'inscrire à l'ISTA, par exemple, où ils font la polytechnique. Mais c'est que les gens, la question que les gens ou ceux qui s'inscrivent à l'université ne cherchent pas à se poser avant, est-ce que la filière que j'ai choisie ici est compatible aux besoins réels du marché de l'emploi? C'est là les problèmes. Alors, vous choisissez une filière sans pour autant regarder les marchés de l'emploi, et les jours où vous terminerez les études, vous serez étonné de constater que les opportunités du marché de l'emploi sont incompatibles ou sont inadéquates à ce que vous avez fait comme filière d'études. C'est cela les problèmes. Est-ce que ça vaut la peine d'examiner tous ces paramètres à l'heure de la conversion ou réconversion professionnelle, à l'heure où les gens s'abstiennent, commencent à se gêner de faire ces demandes? J'ai l'honneur de venir par la présente, à l'heure où les gens créent leur petite boîte pour voler de leurs propres ailes. Alors, M. Lumbala, je comprends très bien votre question. Mais il faudrait qu'on fasse la différence entre l'entrepreneuriat et la formation académique. Vous ne pouvez pas dire que
on forme les gens qui vont voler de leurs propres ailes, mais avec quel contenu de la formation? Vous êtes un universitaire, un journaliste professionnel. Essayez de prendre votre caméra, allez-y dans des auditoires, regardez un peu ce qu'on a comme contenu de cours dans ces différentes filières que nous avons. Vous trouverez que même les enseignements, M. Lumbala, ne sont pas compatibles à ce qu'on fait au bureau. C'est-à-dire qu'il existe un décalage total entre ce qu'on enseigne dans des auditoires et ce qu'on fait au bureau. Prenons la faculté droit à l'Université catholique du Congo, où par moment on se frotte au droit canonique. Est-ce que c'est un problème? Alors, c'est intéressant votre question. Monsieur Lumbala, vous savez, certaines filières que nous avons dans notre système d'enseignement supérieur universitaire, dans sa configuration actuelle, ce sont des filières de la colonisation. Excusez-moi l'expression que j'utilise. Ça signifie quoi? J'appelle ça des filières de la colonisation. Pourquoi? Parce que ce sont des filières, en fait, qui ont vu le jour lorsque on avait commencé l'université au Congo avant l'indépendance. Voyez, alors là, on était dans les années, je crois, 1956, mais on est en 2023. Les réalités ne sont plus les mêmes. Aux jésuites avec le Vania. Mais tout à fait. Les réalités ne sont plus les mêmes. Alors pourquoi on doit rester avec un système qui est obsolète, qui ne tient pas compte de la réalité du terrain? Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les gens qui finissent dans ces filières sont maintenant des victimes par rapport aux exigences du marché de l'emploi. C'est-à-dire les employeurs sont devenus de plus en plus exigeants par rapport à certaines réalités. Et du coup, quand vous sortez de l'université, vous êtes en face d'une offre d'emploi. Parfois, vous vous posez la question si réellement on a besoin des gens ou on a déjà trouvé des gens et on fait juste ce sont des simples formalités. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que ce qui est demandé, c'est-à-dire les profils recherchés par les recruteurs, ne correspond pas aux enseignements. C'est-à-dire l'université forme l'homme de manière globale. C'est-à-dire l'université vous forme pour vous permettre de savoir réfléchir, mais l'université n'a pas été en fait adaptée pour la profession. Peut-être certaines filières comme médecine, vous êtes en sciences infirmières, c'est tout à fait normal, mais moi je vous dis, il y a des filières, si vous regardez ce qu'on fait au bureau et ce qu'on enseigne à l'université, c'est les jours et la nuit. Vous comprenez? C'est les jours et la nuit. C'est pour cette raison, les parents... Le système de l'enseignement supérieur universitaire au Congo reste celui de la colonisation. Alors, non, j'ai dit certaines filières. Restent voilà, sont des filières de la colonisation. Monsieur Lumbala, de vous et moi, vous terminez licencié par exemple en philosophie. Avez-vous déjà vu des offres d'emploi pour lesquelles on recrute des philosophes? Vous comprenez? On ajoute toujours des sciences connexes. Non, attendez, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut aider les gens parce que là, comme vous venez de le dire ici à l'entame de l'émission, c'est que les résultats des examens d'État viennent voilà, on a publié des résultats. Et en octobre, les gens vont aller à l'université pour s'inscrire. Je pense que c'est là le travail des conseillers en guidance. Je crois qu'il y a un service à l'université. Au niveau de l'université, il y a, on les appelle encadreurs. L'OSP, c'est un département à l'UPN, mais l'OSP n'est pas dans chaque université pour guider, pour orienter les étudiants. Même ce service est absent dans les écoles primaires, plutôt écoles secondaires. Tout ce qui a changé, c'est 7e, 8e, la 6e qu'on appelle aujourd'hui 4e. Je ne comprends pratiquement rien. Mais monsieur Lumbala, vous m'avez présenté comme directeur des ressources humaines. Vous savez, depuis que moi je suis dans la vie professionnelle, je n'ai jamais vu ces gens venir, par exemple, au sein de l'entreprise pour laquelle je travaille, pour ne fût-ce que poser la question, monsieur le directeur des ressources humaines, pouvez-vous mettre à notre disposition vos besoins en ressources humaines, c'est-à-dire vos projections à la main-d'œuvre d'ici à 3-5 ans, quel type de profil dont vous aurez besoin, par exemple, de sorte que ces conseillers en orientation vont rentrer à l'université pour informer, sensibiliser ceux qui prennent les inscriptions pour leur dire, écoutez, par rapport aux besoins du marché de l'emploi, on a plus besoin de gens dans tel profil, de sorte que les universités focalisent leur formation aux besoins du recruteur. Monsieur Mpoutou, je rebondis sur
le système dit LMD, licence, master, doctorat. On nous a fait entendre, on nous a fait croire que ce système, c'est pour permettre ou davantage entretenir une sorte de passerelle entre le monde du travail et le monde universitaire. La formation et la praxis sur le terrain. Ce pont, on ne le sent pas. Deuxièmement, ce système, on nous a dit qu'il y a des enseignants en thèse qui donnent les théories et des enseignants qui viennent du monde professionnel pour, par exemple, des praticiens, pour parler aux étudiants de ce qui se fait sur le terrain. Ils ne sont pas forcément des professeurs à thèse. Alors, question. LMD et le système traditionnel ne sont-ils pas tous les systèmes de la colonisation ou qui entretiennent les filières de la colonisation? Alors, vous êtes journaliste, je suis très content que la question provienne de vous. Pouvez-vous me dire cette année, par exemple, combien d'universités qui ont la faculté de communication, qui ont fait appel à vous pour que vous puissiez donner la partie pratique? Vous pouvez m'en citer? En fait, l'idée, elle est bonne. Mais moi, plutôt, je suis un peu dubitatif par rapport au contenu. Le problème, ce n'est pas LMD ou les systèmes traditionnels, comme vous l'avez dénommé, mais c'est au niveau du contenu, monsieur le journaliste. Ce n'est pas LMD. Avant, on faisait 5 ans pour être licencié. Vous parlez de LMD, c'est-à-dire on a 3 ans de la licence, et puis on a les 2 années de la maîtrise. Mais les contenus, allons-y. On peut partir faculté par faculté, qu'on regarde les cours qu'il y avait avant, les systèmes LMD, et le cours qu'il y a avec ces systèmes LMD. Vous parlez des praticiens. Oui, moi je félicite le travail que est en train d'abattre le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. J'ai lu l'une de ses décisions, une circulaire. J'ai pris quand même le temps de l'exploiter. En fait, lui veut effectivement ce que vous venez d'expliquer ici. Associer les praticiens aux professeurs à thèse. Ça, c'est l'esprit, la volonté, la vision du ministre, son Excellence Moïndo Nzangi. Maintenant, le problème, c'est que la pratique. Est-ce que dans la pratique, c'est ce qui s'est fait? Je suis directeur des ressources humaines. Mais est-ce qu'il y a... On m'a déjà appelé un jour par une université pour me dire, écoutez, monsieur les DRH, venez expliquer soit les calculs des comptes finaux, les calculs des salaires, la gestion des ressources humaines du personnel de manière opérationnelle. C'est que moi, je vais expliquer aux étudiants à l'auditoire, je ne vais pas vous donner la définition des ressources humaines, note de pas de page, tel auteur a dit ceci, tel auteur... Non, je vous dirai ce que moi, je fais au bureau, de sorte que le jour où il y a une offre d'emploi et que vous voulez postuler au poste d'un assistant aux ressources humaines, chef du personnel ou un directeur des ressources humaines, des logistiques. Voilà, vous savez déjà ce qu'on fait. Oui. C'est là la faiblesse, au fait, de notre système éducatif. Personnellement, je ne trouve pas de différence sur le plan des contenus entre les systèmes traditionnels et les systèmes LMD. Et pire encore, pour compléter, nous recevons des stagiaires ici sur base d'un document du décanat ou de la faculté. La recommandation de stage de l'université. Pour les stages académiques. J'en ai beaucoup au bureau. Par moment, c'est un papier froissé, photocopie. Je dis bien photocopie, pour demander les stages académiques. Alors, et les étudiants, du début à la fin de leur stage, aucun encadreur ne passe pour les suivis. Aucun encadreur du décanat. S'il vous plaît. Aucun. Et les fiches de cotation sont envoyées par l'université, la faculté, envoyées par entre les mains des étudiants qui viennent les remettre. Et quand c'est coté, ce sont les étudiants qui rentrent avec leurs fiches de cotation capables de regarder les points qu'on leur attribue. Où allons-nous? Mais c'est justement ça. J'en ai beaucoup dans mon bureau. Et d'ailleurs, vous parlez de photocopie. C'est-à-dire, il photocopie. Là où il y a le nom de l'entreprise, on a mis des pointillés. C'est complété à la main. Par l'étudiant. Soit par l'étudiant lui-même, complété à la main. Alors moi, je me dis, mais en principe, chaque université, monsieur le journaliste, devrait avoir des partenariats avec des entreprises. Et ce n'est pas à l'étudiant de venir déposer. C'est à celui que vous appelez le maître des stages de venir dans l'entreprise. Oui.
il échange avec les ressources humaines et il définit en fait les besoins en stage académique. Parce qu'avec le système LMD, il y a ce qu'on appelle les stages d'impréhension et les stages d'intégration. Il y a deux types de stages. Les deux, quel distinguo entre les deux? Oui, mais vous savez que même en termes de l'idée, ce sont des très bons stages. Pourquoi? Parce que les stages d'intégration doit être un stage qu'on peut considérer comme les stages professionnels, mais c'est un stage qui est fait pendant que vous êtes encore à l'université, en terminale presque. Les stages d'impréhension, c'est juste un stage qui permet à l'étudiant d'avoir une idée sur l'environnement de l'entreprise. En fait, ça, c'est sur le plan de la forme. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le fond, la faisabilité. Mais ils ne passent même pas, ils ne viennent même pas, je vous assure, ils ne viennent même pas. Mais vous recevez un étudiant qui est en L2, en comptabilité. Vous lui mettez devant un coffre-fort. Faites-moi la clôture de la caisse. Mais il ne connaît pas. Lui, on l'a parlé, la caisse, c'est les comptes tels, débit, crédit. Mais la pratique, non. Pourquoi? Parce que vous trouverez, comme je vous avais dit, un enseignant de comptabilité qui enseigne la comptabilité à l'université, de toute sa vie, depuis qu'il est né, il n'a jamais occupé le poste d'un comptable. Donc, il forme, il donne le cours de comptabilité, mais il ne forme pas de comptable. Donc, c'est pour cela que, personnellement, c'est que nous souhaitons qu'il y ait un partenariat permanent entre les universités et les entreprises. Maintenant, à ceux qui vont aller prendre l'inscription à l'université, il faut qu'ils fassent très attention. Déjà, nous sommes au stade des conseils. Tout à fait. Ils fassent très attention. Nous parlons de ceux des Alongi, les Alongi qui viennent d'avoir leur faire diplôme. Très attention lors du choix d'une filière. Nous passerons ici pour expliquer par rapport aux besoins réels du marché de l'emploi, quelles sont les filières qui sont compatibles aux besoins des recruteurs. Ça, on va en faire toute une émission pour bien expliquer. Vous comprenez, les filières qui sont compatibles au marché de l'emploi. Vous m'avez posé une question ici, les offres d'emploi des logisticiens. Quelle université ici qui a la faculté de logistique ou la faculté de suivi évaluation? J'ai eu ce cours de Vapro là à l'université, mais ça n'a rien à voir avec le travail que fait un chargé de suivi évaluation. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment qu'on oriente les gens tout en leur disant, telle filière, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, je demanderai certaines filières qu'on ferme un peu. On peut fermer d'abord en attendant parce qu'on en a beaucoup déjà qui ont fini dans ces filières qui n'ont pas d'emploi. Donc, ce n'est pas nécessaire de continuer à recevoir. Maintenant, à ceux qui ont déjà fini des études et qui n'ont pas d'emploi, mais il faut faire la reconversion. Si ce que vous avez fait à l'université ne vous donne pas la possibilité de trouver de l'emploi, pourquoi vous accrochez, vous êtes content qu'on vous appelle maître, ingénieur, alors que vous êtes au chômage? Mais faites la conversion, faites d'autres formations professionnelles en rapport avec les offres d'emploi. Alors, on termine par un petit mot sur les fameuses résolutions des États généraux de l'ESU à Lubumbashi. C'était fait avec tapage. L'argent a été sorti. On ne sent pas qu'il y a eu des États généraux. Finalement, vous êtes déçus parce que vous étiez sceptique pendant que ces assises se déroulaient à Lubumbashi. Oui, tout à fait. Je suis à la fois déçu, mais là où il y a mon espoir, c'est parce qu'on a un ministre de l'enseignement supérieur universitaire, M. Lumbala, moi je crois beaucoup en ces messieurs. Je ne suis pas son porte-parole ni son conseiller. Ce n'est pas un optimisme béat. Non. C'est un monsieur, je vous assure, moi j'ai quand même eu le temps de suivre de près le ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Je parle de son excellence Moïdo Nzangi. C'est vraiment une personne qui veut apporter de la révolution. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, moi je sais qu'il nous écoute. Lorsqu'il y aura des états généraux, peut-être pour cette année ou l'année prochaine, il faut qu'on change les formats. Les formats, c'est lesquels? Les bons formats. Il y a la FEC, qui est le patronat des employeurs. Il y a le forum des ONG internationales. Il y a nous, les techniciens, nous qui sommes sur le terrain, plus les corps professoral ou les corps académiques. Et les assises de Lubumbashi n'ont pas été, la FEC n'a pas été impliquée? Non, les formats, excusez-moi, les formats n'étaient pas celui dont nous, les techniciens en ressources humaines, on attendait. Parce qu'on devrait aussi associer la fonction publique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui devrait être fait autour d'une table. Ceux qui recrutent devraient communiquer à l'université leurs besoins. Et c'est dont ils ont besoin. Et l'université devrait maintenant adapter ses enseignements par rapport à ce qu'on fait sur le terrain. Parce que ce qu'on est en train de voir ici, c'est le même système qui continue. Mais moi, j'ai foi, j'ai confiance au ministre de l'enseignement supérieur universitaire. C'est quelqu'un qui veut à tout prix que les choses, au fait, puissent évoluer telles que vous venez de l'expliquer ici. Alain Poutou, je vous remercie d'être venu, d'avoir partagé avec nous autour de cette thématique. On a juste fait ce qu'on appelle... on a mis la puce à l'oreille.
des parents, même des alonguistes ou bien alonguinaillers, ça pourra vous inspirer, vous souffler une idée dans le choix d'une filière d'études à entamer, parce que ça sera déterminant pour l'avenir. Il est vrai qu'on n'étudie pas pour l'école, encore moins pour la vie, mais on étudie pour la société. Or, la société a des réalités que le monde de la formation, le monde universitaire ignore. C'est quand même un contraste. Mpoutou l'a dit. Bonsoir. Merci beaucoup. Je prends un politique, Chris Mukendi, pour aborder les élections. La CENI, oui, qui rassure, mais les contraintes semblent davantage se confirmer. L'affaire Bukanga Lonzo serait toujours une affaire terminée au regard des dispositions de notre système judiciaire, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle RP 0001, l'article 168 de la Constitution, qui dit bien que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours, sont exécutoires immédiatement, sont opposables à tous, à toutes les administrations, à toutes les autorités juridictionnelles, civiles et militaires, et à tous les particuliers. Et quand une telle disposition existe, il ne faut pas chercher à l'interpréter, il faut l'appliquer. Parce que l'obéissance est due à la loi. Quelle que soit l'autorité que vous soyez, obéissance est due à la loi. Chris Mukendi, bonsoir. Bonsoir, très cher Fabien. Vous êtes cadre politique à la FDC. Vous avez des ambitions pour les échéances qui s'annoncent. Alors, vous croyez que réellement, quand on est loin de tout ce qui se dit, est-ce qu'il y aura élection, selon vous, au mois de décembre? Je crois que la volonté d'avoir des élections dans les pays a été imprimée par le chef de l'État d'abord, parce qu'il veut rester respectueux des textes qui imposent à ce que chaque 5 ans nous puissions avoir des élections dans le pays. Mais cette volonté a été aussi implémentée par le travail que la CENI est en train d'abattre chaque jour. J'ai ouï entendre la CENI dire que le mot glissement ne se trouvait pas dans son vocabulaire. Et jusque-là, au vu de ce qui se passe, nous pouvons en tout cas constater qu'il n'y a pas eu d'interruption dans l'exécution du calendrier tel que la CENI a eu à le publier. Donc sur base des faits, non pas sur base des stratagèmes politiques, non pas sur base des opinions des uns des autres qui voudraient voir la CENI aller au-delà du temps prévu, qui voudrait, cette classe politique qui voudrait imposer un dialogue pour lequel le contenu sera peut-être dévoilé dans les jours à venir. Moi, je constate que le décor a été vraiment planté du côté de l'Union sacrée, mais aussi du côté de la CENI pour que les élections se tiennent dans les délais prévus. La CENI, apparemment, n'a pas de problème. Il a son chronogramme et il demande des moyens pour justement vous offrir, vous organiser des élections crédibles, comme le répètent beaucoup dans un champ. Mais apparemment, c'est le dernier mot qui revient aux politiques. Disons-le clairement, il y a beaucoup de pression, certains ne semblent pas être prêts pour y aller. Donc il y a réticence du côté de certains acteurs politiques. Et du coup, ça risque d'appeler à une table de négociation. Est-ce que vous avez aussi cette crainte?
Cette crainte, elle est légitime pour nous qui la nourrissons, dans la mesure où nous avons, pour la plupart des jeunes, investi dans ces schémas des élections. Il y a des gens qui ont eu à mettre de l'énergie dedans, qui ont eu à mettre les moyens dedans, qui tiennent coûte que coûte à ce que les élections se tiennent, hein, pour que nous puissions tous être fixés. Mais cela aussi ne dépend pas, hein, de nous qui sommes directement compétiteurs, comme vous l'avez relevé. La CENI, déjà, lorsqu'il a eu à publier la feuille de route, elle avait présenté des contraintes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des contraintes qui sont nouvelles. Toutes les contraintes qui ont été présentées par la feuille de route de la CENI sont anciennes. Il y a eu des contraintes législatives. La CENI, au niveau de l'Assemblée nationale, le Parlement a eu à planir des contraintes législatives en rapport avec la loi électorale, en rapport avec la composition de la CENI. Cette contrainte a été aplanie. Il y a eu des contraintes en rapport, ou des contraintes qui existent encore avec la sécurité. Le gouvernement, je pense, continue à travailler pour que cette contrainte soit effectivement aussi rencontrée afin que les élections se tiennent dans les meilleures conditions et que le Congolais de tous bords, où qu'il soit, puisse prendre part à ces rendez-vous historiques, à ces rendez-vous constitutionnels. Donc, de notre côté, vous l'avez dit, la contrainte, elle est aussi le financement de ce processus. Oui. Et jusque-là, je pense, même si vous dites qu'il y a des pressions, même si certains considèrent que la CENI n'est pas suffisamment alimentée en termes de financement, mais ce qu'il y a constaté, c'est qu'il n'y a pas eu jusque-là interruption dans le fonctionnement de la CENI, dans les opérations que la CENI est en train de mener sur terrain. Donc, sur base de ce que moi je vois, sur base de ce que je pense et de la volonté qui a été imprimée, je crois que les élections pourront bel et bien se tenir, hein, mais l'option qui reste à lever, c'est une option en rapport avec, je crois, avec la contrainte sécuritaire. Sommes-nous prêts à aller aux élections sans les territoires qui sont occupés, comme nous l'avons fait en 2018, ou voudrions-nous que ces Congolais qui doivent jouir de leurs droits légitimes, leurs droits constitutionnels, participent aussi à ces élections? C'est l'option qui devrait être élevée, mais moi je pense la plus grande contrainte reste celle d'organiser les élections dans les délais, et le président de la République n'est pas dans la logique de glisser. Alors ça, c'est les discours, mais dans la praxis, nous trouvons que les contraintes sécuritaires, où la contrainte sécuritaire peut être surmontée, donc on organise les élections sans Kouamout, sans le Nord Kivu, plutôt Rutshuru et Massissi. Les finances, l'État peut toujours s'endetter pour financer ces élections si sa caisse a des soucis, mais c'est plus l'inclusivité. Il y en a qui pensent que se mettre dans la course, c'est aller accompagner le président de la République candidat à sa propre succession, l'accompagner à la victoire pour son second mandat. Et d'autres pensent que les jeux sont déjà joués et que ça ne sert à rien de se mettre, de mouiller le maillot. Et qu'il faille les rassurer. Ils ont besoin d'être rassurés. Est-ce que ce n'est pas cette contrainte avec des implications extérieures, parce qu'ils ont aussi le réseau qui les soutient à l'extérieur, est-ce que ce n'est pas cette contrainte qui pourra faire glisser ou qui pourra imposer un glissement? Je ne pense pas que l'inclusivité soit une contrainte. Parce que jusque-là, l'expression démocratique dans le pays... Parlons de la crédibilité du processus électoral lui-même. Parlons justement de sa transparence. Non mais effectivement, la transparence, quand est-ce qu'on constate la transparence dans un processus?
je ne pense pas que la transparence soit qu'on les constate dans l'entame de ces processus. Déjà, la CENI avait voulu la composition de la CENI a voulu que cette CENI soit composée des forces qui sont présentes à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a mis en place une CENI composée de la majorité. Aujourd'hui, on ne va pas dire que le représentant de l'ICD qui siège à la CENI n'a pas été mandaté, alors que jusqu'alors, nous n'avons vu aucun document de l'ICD sanctionnant la présence de son représentant au sein de cette CENI. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur qui représente l'ICD continue à siéger et continue à être membre même du directoire politique de l'ICD. Donc, je dis, les jeux avaient voulu que ça soit transparent à ce niveau-là, dans la composition. Il a été légalement mandaté. Légalement, je ne sais. Vous savez, c'est un débauchage. Non, je ne pense pas. Qui devrait, en principe, envoyer les représentants à la CENI? C'était les présidents des groupes parlementaires. Ce n'était pas les présidents des partis politiques. Il revenait aux présidents des groupes parlementaires de déléguer leurs membres à cette CENI qui était mise en place. Donc, il ne revenait pas à Martin Fayoulou de désigner la personne qui devrait le représenter là-bas. Il revenait au président du groupe parlementaire de la dynamique de l'opposition. La même chose pour le PPRD. C'est lui qui siège, qui est venu de l'ICD ou de la Mouka? Il est à la plénière. Non, mais je ne sais pas s'il est de la Mouka ou s'il est de l'ICD, mais il représentait en tout cas les quotas de cette opposition-là. La même chose avec celui qui a représenté les PPRD. Hein. Donc moi je dis, cette transparence-là a été déjà au départ constatée. Aujourd'hui, je me dis, c'est aussi rationnel de la part de ces candidats, lorsque vous parlez de l'inclusivité, des candidats qui mettent en face tous les pesanteurs, mais aussi les préalables pour être candidat, qui trouvent qu'ils n'arrivent pas à réunir les préalables pour être candidat président de la République, d'exprimer une certaine réticence. Parce qu'une élection, c'est une affaire aussi des moyens. Lorsque Chris Mukendi n'a pas 100 000 $ pour payer sa caution comme candidat président de la République, il est clair que Chris Mukendi puisse trouver des superfiches pour dire « je ne serai pas candidat » ou dire que le processus est un processus qui ne garantit pas la transparence. C'est un discours politique qui, en réalité, cache les faiblesses de certains candidats qui sont en mal de positionnement et qui savent aujourd'hui que les bilans qui leur est opposé du régime actuel ne permet pas à ce que ces candidats puissent avoir la chance de passer. Donc aujourd'hui, il faut le dire, même si on veut avoir 50 candidats présidents de la République, il n'en sortira qu'un seul qui sera élu. Nous travaillons avec le président de la République pour l'accompagner à son second mandat. Il revient aussi à ceux qui pensent qu'ils ont une autre vision, un autre programme opposé au programme que Tshisekedi a proposé aux Congolais, de pouvoir librement se présenter. Et la course est ouverte à tout le monde. Personne n'a empêché Martin Fayoulou de présenter des candidats députés nationaux. S'il ne l'a pas fait, c'est un choix politique qui a été levé par lui. Personne n'a interdit à Martin Fayoulou de présenter des candidats députés provinciaux. Il n'est pas le seul acteur politique de l'opposition, justement. Mais nous allons quand même dans la praxis, loin de discours, de plateaux de télé, certains salons et autres auditoriums, mais il y a un fait qui est évident, que c'est une étape déterminante, parce que ce pays n'est pas n'importe quel pays. Certaines puissances voudraient bien avoir des hommes des mains à la direction du pays, dans les institutions. Et du coup, quand leurs poulains ou ceux qui sont proches d'eux ne sont pas prêts à entrer dans la course, ça donne des inquiétudes. Et du coup, on sent qu'on est en train, on sent qu'on serait en train d'être poussé.
une transition ou bien un glissement de manière à ce que le poulain de certaines puissances puisse, ou certains cercles, certains réseaux puissent être là. Mais vous savez, monsieur Fabien, c'est quand même décevant. Alors que le Mali se libère de ses puissances, alors que le Niger se libère de ses puissances, alors que plusieurs pays africains se libèrent de ces puissances. Ne prenez pas cet exemple. Ne prenez pas cet exemple. Non, non, c'est important. Ces pays-là sont ont, malgré ce qu'on appelle révolution, tenir tête non, vous parlez à la poulains. France. Ce sont des militaires qui ont fait le coup d'État. Non, non, écoutez, je dis simplement que la population, parce que moi je ne parle pas en termes de coup d'État, je parle de ces populations qui se libèrent, de l'emprise de cette communauté internationale, de ces impérialistes. Au Congo, nous sommes encore tournés vers ces puissances pour continuer à être sous les jougs, même sur le plan des questions qui touchent à notre souveraineté. Nous ne sommes pas les seuls. Voilà la déception. La CEDEAO le fait, la communauté africaine, ce sont des vallées de l'Occident. Le Congo est aujourd'hui dans une démarche de se défaire de ce paternalisme occidental pour aller vers sa vraie souveraineté. Donc moi je ne peux pas comprendre aujourd'hui, au siècle actuel, que le Congolais dépende encore de ces poulains pour participer aux élections ou pas, alors que les élections font partie de notre souveraineté. Donc, s'il y a de ceux qui pensent que le mot d'ordre doit être donné par leurs parrains de la communauté internationale, libre à eux de pouvoir ne pas se présenter. Hein? Mais moi je dis, nous sommes en face d'un calendrier que nous devons respecter, et l'Union sacrée dans son ensemble est en conformité avec le calendrier qui a été présenté par la CENI. La preuve, lorsque vous analysez la liste de tous les regroupements politiques qui ont été soumis à candidature au niveau de la CENI, vous voyez déjà qu'il y a une majorité qui se dégage en termes de représentation ou en termes d'alignement des candidats pour les futures élections qui arrivent. Oui, mais si vous êtes déjà en ordre de bataille, vous allez affronter quel candidat de poids? Justement, on a Dr Mukwege qui semble un peu réservé. On sent qu'on le bouscule, mais c'est comme si le célèbre gynécologue voudrait bien rester, rendre service à la nation dans les salles d'opération, ainsi de suite. Il y a également Katumbi, dont les lieutenants ont apparemment un souci judiciaire. Vous savez ce qui se passe. Martin Fayoulou n'est pas très sûr d'aller avec vous dans ce schéma. Alors, vous allez y aller pour affronter quel candidat? Parce que le FCC, avec le PPRD, n'a pas de candidat. Non, je pense que il est encore très tôt pour déterminer qui est candidat, qui ne l'est pas, même si les intentions ont été révélées. Nous les constaterons lorsque chaque candidat va matérialiser sa candidature en payant sa caution telle que l'exige la loi. Aussi longtemps que Chris Mukeni peut se proclamer candidat président de la République aujourd'hui, mais il devra... Vous avez même bien parlé de vous-même. Hein? Mais justement, Mukeni, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Donc, il s'agit de moi. Je peux bien proclamer que je suis candidat, mais il faut que ce que je déclare se matérialise dans l'exigence légale. C'est quoi cette exigence? Il faut payer la caution. Peut-être qui pourrait inquiéter Matata Pogno, a des soucis judiciaires. Quelqu'un me disait des bobos judiciaires. Alors, vous allez affronter qui exactement? Non, mais vous savez, l'état de droit, c'est aussi ça. L'état de droit, c'est pas parce que vous avez à exercer des fonctions d'État dans le pays et que après vos fonctions, vous devenez, vous ne pouvez même pas être redevable vis-à-vis de la population. Dans la mesure où il y a eu des enquêtes ou des rapports qui établissent vos responsabilités dans un dossier donné de la République, il est normal que vous puissiez vous présenter devant la justice et rendre effectivement compte de votre gestion. Si vous êtes blanchi, la course elle est ouverte pour tout le monde. Ce n'est pas du tout, en tout cas, un mécanisme qui a été mis en place pour éliminer un candidat, comme j'entends parfois les gens le dire, mais c'est parce qu'il y a eu un candidat qui a eu
à utiliser les moyens de l'État de manière, je dirais, abusive, hein, à des fins qu'on pourrait dire personnelles, alors que la République n'a pas du tout gagné en ce qui concerne le projet sur lequel il avait investi. Monsieur Mukendi, on termine par cette affaire de seuil. Est-ce que ce n'est pas déjà une sorte d'exclusion de certaines forces politiques? Je pense qu'il aurait fallu que nous puissions parler... La loi électorale elle-même, est-ce qu'elle est juste? Non, mais cette loi électorale, c'est le fruit du vote. Nous avons, en 2018, une loi électorale qui imposait un seuil en aval, mais nous avons aujourd'hui une loi électorale qui impose un seuil en amont. Là, on parle des seuils de recevabilité des listes. Mais ce que je constate, malheureusement, c'est l'analphabétisme politique de tous ces partis politiques qui viennent compétir. Tout le monde a eu à lire la loi électorale. Je suppose que les partis politiques et les regroupements politiques ont eu à prendre connaissance de cette loi électorale, mais malheureusement, il y a des partis ou des regroupements politiques qui présentent des candidats en deçà du seuil prévu, mais qui vont quand même payer la caution. Mais je suis quand même étonné de ces niveaux d'analphabétisme politique de mon pays. Vous appelez ça donc, analphabétisme? Mais justement, parce que vous ne pouvez pas. Vous avez 200 candidats, vous ne pouvez pas aller jeter de l'argent pour payer la caution, alors que vous n'avez pas atteint les nombres requis pour que votre liste soit une liste recevable. Donc je constate simplement que dans notre pays, lorsqu'on parle de 910 partis politiques, ce sont des partis politiques mallettes, où les gens ne sont pas formés, où les gens ne sont pas informés, où les gens n'ont que faire de la loi et de la constitution de notre pays. Voilà. Nous avons suivi qu'à peu près 11, hein, 11 qui ont atteint le regroupement politique, qui ont atteint le seuil. Ce seuil s'appelle représentativité ou le nombre de recevabilité seulement des listes. Ah voilà. On a encore bien de choses sur lesquelles il faut épiloguer, autour desquelles, mais ça sera à un autre tour. Bonsoir. Chris Mukendi, acteur politique à FDC, lui-même, la CENI a déclaré recevable son dossier. Il est dans la course pour la députation nationale à Fona ou à Lukunga. Battez-vous à Lukunga, laissez les autres à Fona se battre aussi. Bonne chance. Merci. En attendant la décision de la Cour Cons. Le journal, dans pratiquement 10 minutes sur nos antennes, vous allez le retrouver toute cette soirée, retrouver ce magazine à partir de 23h, demi-heure de Kinshasa, ou 23h45. Pour l'instant, portez-vous très bien. Au revoir.